adoptez les bonnes pratiques. Imaginez un visiteur naviguant sur votre site, curieux de découvrir vos offres, peut-être même avec une intention d'achat, mais au dernier moment, il abandonne son panier. C'est une réalité à laquelle de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur du tourisme, font face. Avec un taux d'abandon de panier atteignant 91% et un taux de conversion aux alentours de 3%, il est crucial de comprendre les erreurs qui peuvent faire fuir des clients potentiels. Dans cet épisode, Sophie Laurent, formatrice en marketing digital, notamment auprès de professionnels du tourisme, va nous guider dans l'univers du tunnel de conversion client, ce parcours parfois trop complexe que chaque visiteur suit avant de finaliser un achat. Avec elle, nous découvrirons comment optimiser ce chemin en identifiant les points de friction qui nuisent à l'expérience utilisateur. Quelle est la meilleure approche pour simplifier le processus de réservation? Comment rassurer le client tout au long de son parcours et maximiser vos chances de conversion? Sophie, bonjour. Bonjour Caroline. Sophie, je viens de le dire, on parle de 3% de taux de conversion en moyenne, ça semble peu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ce taux reste si bas en général? Alors, ce taux est pas bas du tout. 3% de taux de conversion, c'est même un très bon taux dans l'e-commerce en général. Ce qu'il faut, c'est effectivement que ce taux soit le plus haut possible. Le taux de conversion, en fait, c'est, pour expliquer clairement ce que c'est le nombre de visiteurs qui sont rentrés sur notre site internet et qui sont transformés en véritables clients, qui ont payé et acheté une prestation en ligne. Comment on peut le connaître, ce taux ? Alors, pour connaître ce taux, il faut avoir accès à ces statistiques de fréquentation de site internet et il suffit de regarder le nombre de visiteurs qui rentrent sur son site sur une période donnée et le nombre de visiteurs qui ont réellement acheté un produit ou un service sur son site. La proportion entre le nombre de gens qui ont acheté par rapport au nombre de visiteurs, c'est ça le taux de conversion. D'accord, alors une fois qu'on a ces statistiques en tête, c'est très bien, on va pouvoir s'atteler au chantier, donc le premier grand chantier, je crois que c'est retravailler l'arborescence ou l'ergonomie du site. Tout à fait. En fait, un des premiers points de blocage qu'on peut avoir sur un site web, c'est une ergonomie, une arborescence trop compliquée. Il faut que les utilisateurs, les visiteurs du site internet puissent trouver l'information très rapidement et notamment depuis des téléphones, des smartphones ou des tablettes. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est surtout sur nos téléphones, quoi. On est beaucoup sur nos téléphones davantage que sur nos ordinateurs, finalement. Oui. Donc, une grande partie de la recherche peut se faire sur des outils mobiles. Il faut absolument que l'ensemble de l'information soit visible depuis les smartphones, notamment. Comme par exemple le menu. Il est possible des fois que le menu apparaisse sur les ordinateurs, le menu de navigation d'un site internet, et pas forcément sur les smartphones. Donc, il faut vérifier ce point-là. Et notamment, je crois que le problème, c'est que sur un téléphone, ça met parfois plus de temps à charger, non ? Oui, exactement, Caroline. En fait, le temps de chargement des pages sur téléphone dans des conditions 3, 4 ou 5G est forcément un petit peu plus long qu'avec un Wi-Fi, une connexion filaire. Donc, il faut absolument faire en sorte que le site s'ouvre rapidement. Moins de 3 secondes, en fait, c'est le délai de patience, en fait, de nos utilisateurs. Au-delà de 3 secondes de temps de chargement de la page, le site est jugé comme lent et les internautes, les visiteurs, peuvent abandonner l'ouverture du site. Ok. Et comment on fait alors du coup pour essayer de faire en sorte que ce soit plus rapide ? Alors il y a des outils en fait qui nous permettent d'alléger les photos. Souvent c'est la lenteur des sites est liée au visuel et c'est vrai que nous dans le tourisme on met beaucoup de photos sur les sites pour donner envie. Donc il faut faire en sorte d'alléger les photos systématiquement sur le site internet. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre finalement pour améliorer la navigation de l'internaute ? Il faut simplifier au maximum, notamment par rapport à la recherche de l'internaute. En 3 clics, il doit pouvoir avoir la réponse à sa question. En 3 clics, je trouve mon offre et en 3 clics, je la réserve. Par exemple, je souhaite partir en famille dans un parc d'attractions. Je voulais savoir s'il y avait des forfaits spéciaux pour une famille de 4 ou de 5 personnes. Il faut qu'en 3 clics, je puisse trouver rapidement ce forfait famille. Donc Sophie, vous venez de me dire il faut simplifier la navigation. Est-ce qu'il y a des petits moyens qu'on ne connaît pas peut-être pour simplifier cette navigation ?
Oui, alors il faut rendre très visuel en fait les incitations à l'action, notamment pourquoi pas les boutons de réservation. L'idée c'est que sur mobile, des fois ces boutons sont pas suffisamment visibles, ils peuvent disparaître en scrollant en fait finalement sur la page et il y a une technique maintenant qui permet de les rendre collants en fait sur les pages et notamment sur mobile. Mais pas que, sur ordinateur, ça marche aussi. Le fait de les rendre collants, ça permet à l'internaute, même quand il continue à naviguer et à scroller vers le bas de la page, le bouton de réservation ou le bouton d'information va rester en permanence collé à un endroit de la page pour qu'il soit visible continuellement, peu importe la navigation de l'internaute, à quel niveau de la page il est présent. D'accord, donc j'ai bien compris, il faut simplifier au maximum l'expérience de la navigation. En revanche, sur les pages produits, là, on met le paquet. Tout à fait. C'est en fait la page produit, il faut qu'elle soit absolument complète. Donc un des premiers points qu'il faut absolument mettre en avant, c'est les photos, des grandes photos immersives et de qualité en fait, pour que finalement les visiteurs, quand ils consultent le produit, ils se sentent immergés dans l'image et ils peuvent se projeter en fait dans la future expérience qu'ils vont vivre. Il faut que ça leur ressemble, quoi. Tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre alors sur cette page produit ? De mettre des très belles et grandes photos ? Oui, et puis tout dire. Finalement, il faut qu'on prenne exemple sur les grandes plateformes de réservation comme Booking ou Airbnb. Quand on est sur les pages de description de produits, ils disent tout. Tous les avantages, tous les bénéfices, tout le détail de l'offre est présenté, comme par exemple la taille des lits dans les chambres, s'il y a à disposition des lits bébés, des services complémentaires, comme par exemple la bouilloire ou le plateau café dans la chambre, le sèche-cheveux dans les salles de bain, tout est mentionné. Comment on peut être aidé pour ça, de penser à tout ? Alors, du coup, on a un super outil maintenant qui existe depuis 2-3 ans. Ce sont les intelligences artificielles qui nous permettent de compléter les fiches produits. Il suffit de dire à l'intelligence artificielle quelle est notre cible de clientèle. L'IA va nous donner les compléments d'infos à rajouter sur nos fiches produits. Donner toutes les informations possibles, c'est aussi une façon de rassurer les clients potentiels. Alors, pour rassurer un client, il suffit de rajouter, pourquoi pas les avis clients. Ils peuvent tout à fait être intégrés automatiquement dans nos sites web. Ou alors, si on dispose de labels de qualité, comme par exemple Clé verte ou Accueil famille, il faut absolument les mentionner dans nos sites internet pour rassurer de la qualité tout simplement de nos services. Ce qui est bien, c'est de travailler sur les promos, le sentiment d'urgence. L'idée, c'est qu'on va leur montrer au niveau des tarifs qu'il y a des opportunités commerciales à prendre. Par exemple, si on veut bénéficier du pack famille avec une offre en avant-première, on va la limiter dans le temps. On va dire qu'elle est valable jusqu'à Noël. Et du coup, ça va créer un sentiment d'urgence pour que les gens puissent réserver assez rapidement. Je donne l'exemple d'un loueur de vélo qui a un stock limité de vélos et de carrioles, notamment pour les familles avec enfants. Par exemple, une famille qui souhaite venir à cette période donnée où il n'y a plus qu'une seule carriole, ça va créer un sentiment d'urgence. Elle va se dire, moi, je veux être sûre de pouvoir avoir la carriole, donc je vais la réserver tout de suite parce que je vois qu'il n'en reste qu'une en stock. Comment on peut faire finalement pour savoir que notre arborescence est bien, que la navigation est fluide ? Comment je fais finalement pour savoir ça ? Le mieux, c'est de faire des tests en situation réelle. L'idéal, ce serait que vous ayez un proche, un ami que vous mettez devant votre site internet ou sur téléphone ou sur ordinateur et vous regardez comment il navigue en lui mettant un objectif en disant l'idéal, ce serait que tu puisses réserver ma prestation et vous regardez comment il fait. S'il vous pose des questions, ça veut dire que tout n'est pas complet en fait, qu'il trouve pas les infos dont il a besoin pour aller au bout du tunnel de vente et donc de l'achat de la prestation. Et justement, alors on y arrive à la réservation. Là, pour le coup, il faut simplifier, si je comprends bien. Oui, en fait, un des gros éléments d'abandon de panier, c'est souvent lié au formulaire. À la fin d'un processus de réservation sur un site web, on arrive souvent sur des formulaires de réservation un peu trop longs, un peu trop fastidieux à remplir. Donc le top, en fait, c'est de simplifier au maximum les champs à compléter,
rendre obligatoire que ce qui est nécessaire, comme par exemple l'adresse email de la personne pour lui envoyer la confirmation de sa réservation. Alors quand on est sur des produits qui seront pas forcément soumis à un renouvellement en fonction de ce qu'on vend, il y a peut-être des gens qui seront uniquement de passage une fois et qui vont pas revenir. On n'est pas obligé de leur faire créer un compte client, hein. C'est pas nécessaire. Donc l'idée c'est de simplifier au maximum, et on a sur les formulaires aussi possibilité de rajouter des raccourcis de connexion où il y aura un auto-remplissage des formulaires avec les boutons de raccourcis comme Google, Facebook ou Apple, où la plupart des clients utilisent, ça va remplir le formulaire automatiquement. Et si je vois que j'ai un client qui a créé un panier et qui l'a abandonné, comment je peux faire pour le faire revenir finalement ? Oui, alors il faut déjà avoir un outil qui permet de vérifier les abandons de paniers dans son site. Et une fois qu'on voit que des paniers ont abandonné, ce qui peut arriver, hein, souvent les gens, ils font leurs recherches sur Internet le soir après le travail, avant d'aller dîner. Et ensuite, ils mettent au panier les éléments, ils vont dîner et après ils oublient. Donc le top, c'est effectivement de relancer automatiquement les abandons de panier grâce à des emails. Si par chance la personne s'est inscrite et a commencé à remplir le formulaire de contact, dans ces cas-là, on aura l'adresse email de la personne et on pourra automatiquement lui envoyer un emailing pour lui dire oublie pas de valider ton panier, si tu le fais dans les temps, on peut offrir une offre, faire une offre spéciale avec, je sais pas, le petit déjeuner gratuit ou un petit bonus. Et c'est pas obligé de faire une offre d'ailleurs, hein, juste rappeler de valider son panier, c'est déjà pas mal. Et si on n'a pas l'adresse email de la personne, on peut utiliser les outils publicitaires pour ça, pour faire de la relance de panier abandonné. Ça veut dire que la prochaine fois, quand la personne va naviguer sur Internet, elle va avoir le produit qu'elle a vu ou le service qui va s'afficher sur son navigateur ou sur des sites Internet, comme par hasard, pour lui dire de revalider, de pas oublier de valider le produit qu'elle a vu et qu'elle a mis au panier. Et on arrive au paiement. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement pour simplifier le paiement ? Alors, finalement, le paiement, on va proposer toutes les possibilités possibles de paiement en fonction de nos cibles de clientèle. Si on a des clientèles étrangères, il va falloir proposer les cartes bancaires étrangères. Si on a des gens qui viennent qui veulent payer en chèque vacances, il va falloir proposer cette possibilité de paiement avec les chèques vacances. Et en fonction des montants de nos prestations, l'idéal, c'est aussi de proposer le paiement en plusieurs fois. Et ça, c'est maintenant, toutes les banques proposent ce système automatique où on n'a pas forcément besoin d'aller recouvrir le paiement. Ce sera fait automatiquement en 3 mois, par exemple, un gros séjour de vacances à date échéance. En fait, c'est la banque qui va s'occuper de prélever le compte bancaire du client. Merci beaucoup, Sophie. Alors, je retiens les bonnes pratiques. 1, je simplifie au maximum l'arborescence et le système de réservation de mon site, notamment pour faciliter son utilisation sur smartphone. Une page qui se charge vite et un minimum d'étapes ou de clics sont la clé d'un bon tunnel de conversion. 2, je valorise mes fiches produits en donnant le plus de détails possible. Je m'inspire pour cela de grandes plateformes de réservation et je me fais aider par une intelligence artificielle. 3, je fais tester mon site sur le téléphone par un client de confiance ou un ami. Merci à vous pour votre écoute. Pour ne rien manquer des conseils de nos experts, pensez à vous abonner à notre chaîne de podcast Explore Grand Est Academy. N'oubliez pas de mettre des étoiles si cet épisode vous a été utile. C'était Adopter les bonnes pratiques, un podcast de l'Agence régionale du tourisme Grand Est. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.